Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je vais tester un graveur laser, ça faisait un petit moment. Il s'agit du X4 Pro de chez Mekpo. C'est un graveur laser qui a la particularité d'être enfermé dans un caisson et ils m'ont donné avec une Honeycomb pour le test. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, à mettre un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup et puis j'apprécie toujours les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, restez juste bienveillants et on regarde tout de suite les caractéristiques. Alors au niveau des caractéristiques, si on regarde sur leur site officiel, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà premièrement, le prix. Alors c'est le prix maintenant. Sachez que si vous êtes intéressé, il y a un lien affilié dans la description avec un code de réduction de 100 €. 100 $, pardon. Donc ça, vous retrouverez dans la description. On est à un tarif de 799 $. Alors, je ne vois pas comment le mettre en euros, mais bon, voilà, c'est en dollars, donc un peu moins cher en euros. Alors, qu'est-ce que propose pour ce prix ce laser? Donc, c'est un laser diode de 22 watts. C'est une puissance qui est, je pense, un bon compromis si on n'a pas des besoins de découpe très important, en tout cas découpé dans beaucoup de matières. Quel cas des 40 watts ou des 60-70 watts vont être plus appréciables. Mais si on veut beaucoup graver et puis faire de la découpe sur des matériaux de moins de 20 mm, en tout cas dans du pain, eh ben ça fait tout à fait l'affaire. Alors on a un laser de classe 1, je rappelle que classe 1 ça signifie un laser qui est complètement fermé et en cours d'opération, on n'a absolument aucun moyen d'avoir un contact avec le laser. Donc c'est ça, un laser de classe 1. On a un caisson équipé avec caméra intégrée, barre LED, etc. Un système d'extraction de l'air. On peut travailler en mode hors ligne avec avec petite carte SD. Alors au niveau de la précision, ils disent qu'on a une précision de 0,08 sur 0,1 et une surface de travail de 41 sur 40. Donc ça, c'est en gros les spécificités générales du laser. Alors, une des choses qui fait qu'il est classe 1, je le disais, c'est qu'on n'a aucun contact avec le laser. Si on ouvre la porte au moment où il grave, il y a une sonnerie et ça se met en pause. On a une caméra Lightburn. Attention, ça ne fonctionne qu'avec Lightburn pour la caméra. Vous pouvez tout à fait utiliser le laser avec d'autres systèmes comme laser GRBL, mais la caméra ne fonctionnera qu'avec Lightburn. Vu qu'il est dans un caisson, ça réduit les bruits et ça réduit les fumées. Surtout si on l'attache bien avec un système d'extraction. On a une barre LED panoramique qui permet d'avoir une vue assez claire de ce qui se passe dans le caisson quand il travaille. La machine est équipée d'un Air Assist, voilà, une petite pompe qui est automatique, mais dont la puissance peut être réglée manuellement. On a différents limit switch dans les 4 directions, un tilt sensor, donc ça veut dire que si elle bascule, ça s'arrête, un détecteur de flamme et un bouton d'arrêt d'urgence ainsi qu'une clé de sécurité. Donc voilà, en tout cas sur papier, elle met beaucoup la sécurité en avant. On a un tiroir, un petit peu comme sur la Falcon de Creality. D'ailleurs, le laser, le caisson s'en inspire beaucoup. Alors petit spoiler, il est beaucoup plus qualitatif, je trouve, pour la partie caisson. Pour la partie laser, il est très bien aussi, mais pour la partie caisson, il est vraiment beaucoup plus qualitatif. Et on peut rajouter des pieds si on veut utiliser un roller pour augmenter sa taille. Alors on retire le petit tiroir. Le fait qu'il ne soit qu'un 22 watts, alors ici les comparaisons, il faut toujours être délicat, mais le fait qu'il ne soit qu'un 22 watts permet d'avoir un point focal qui est très précis, contrairement au modèle 40 watts où on va plutôt avoir des points focaux sur, un point focal à 0,15 sur 0,15, ce qui est moins précis, ce qui permet a priori un travail de plus grande précision en gravure, je précise toutefois. Et enfin, ils mettent en avant le fait que il est facile à installer et que on peut travailler hors ligne comme ça en un clic. Si nos fichiers sont faits, qu'on a l'habitude, qu'on a nos gabarits, on peut travailler de manière reproductible comme ça très facilement. Alors dans la vidéo, je n'ai pas fait un test de l'application mobile, mais on peut l'utiliser avec une application mobile et on peut l'utiliser avec Lightburn et Laser GRBL et sous tous les systèmes possibles, Windows, Mac, iOS, Android. Je suppose Linux aussi, je sais pas s'il y a Linux pour Lightburn, mais en tout cas, je suppose que Laser GRBL doit être dessus. Donc, voilà un petit peu pour les caractéristiques de la machine. Bon alors pour l'unboxing, comme je disais, j'ai reçu un Honeycomb
On va vite fait le regarder. Alors, il est relativement classique. Il a une surface de 44 sur 44. Par contre, on n'a pas ça toujours avec les Honeycomb. Il est fourni avec des petites cales pour venir fixer nos matériaux. Et ça, c'est pratique. Et alors, on a aussi une plaque en dessous pour protéger l'espace de travail. C'est pas forcément, je crois pas que c'est fourni avec la machine. Mais bon, comme ça, vous voyez l'accessoire complémentaire au cas où vous décidez de l'acheter avec. Bon, alors en ce qui concerne le carton, il est emballé comme ceci dans un carton de 79 cm sur 65 cm sur 30 cm. Et au niveau du poids, il est lourd. Voilà, j'ai pas le poids, j'ai pas de balance ici pour peser. Et sur le paquet, c'est pas écrit le poids, mais c'est relativement lourd. À l'intérieur, on peut voir qu'on a les panneaux en acrylique qui sont... Hop, qui sont bien solides. On n'est pas... Moi, j'avais reproché un concurrent, hein, le Creality Falcon, avec un acrylique mou. Hein. Ici, on est vraiment sur des plaques d'acrylique bien dures. On doit être sur du... je vais vous dire ça tout de suite. On est sur du 6 mm d'acrylique, donc on est quand même sur quelque chose de bien costaud. Les charnières sont en... C'est du métal. Voilà. Donc les charnières sont en métal et on voit la forme un peu carrée comme ceci. Donc, en tout cas, comme ceci, ça respire le costaud. Pareil pour la deuxième partie, où on va retrouver à l'arrière l'espace pour pouvoir mettre le système d'extraction d'air, une barre LED, et ici, on a un port USB-C, et de l'autre côté, juste des charnières. Ah oui, et on a ici une caméra Lightburn. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, à l'intérieur, on a un grand cadre, donc on peut voir qu'on va pas avoir beaucoup de construction, hein, donc principalement mettre le capot sur le châssis, et donc ça pour ceux qui préfèrent c'est pas mal. Juste ici je trouve que la manière dont ils ont calé les choses, vous voyez c'est un peu volant. Pour le trajet c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux je trouve, mais voilà. Alors, outre le châssis que vous voyez là et qu'on regardera après, on a ici un ventilateur pour l'extraction d'air. C'est un 24 volts. Ça doit être du 12,5, ça, à peu près. Voilà. On a dans le kit une pompe pour l'extraction d'air, également 24 volts. Pompe assez classique. On a une paire de lunettes pour se protéger les yeux et un petit chiffon. Bon, comme je dis toujours, investissez dans une bonne paire de lunettes. Alors, une alimentation, ici, c'est une 24 volts en sortie 6000 mAh et 2 ampères et demi 50-60 Hz en entrée, 240 volts. Voilà, un câble d'alimentation européen, la tête de laser. Alors ici, on est sur, donc dans ce modèle-ci, on est sur du 22 watts. Ce qu'on peut voir sur le laser, c'est qu'on a directement une cale pour le focus sur le côté. Moi, je préfère ce genre de système-là au système automatique ou au truc qu'on descend. C'est rapide, c'est efficace, boum, ça marche très bien. Je préfère ça. On a une grosse entrée pour l'air assist et le câble pour le laser. Enfin, pour brancher le laser, pardon. On a un manuel utilisateur, alors je le rapproche ici, qui est assez épais, qui est en plusieurs langues, dont le français. Au niveau de la traduction, on voit qu'on est sur du Google Traduction qui n'a pas été vraiment vérifié par un francophone. C'est compréhensible, mais c'est pas de la littérature. Ce qui est bien dans le manuel, alors on retrouve ça ailleurs, mais ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver ici toutes les paramètres de fonctionnement. Donc voilà. Malheureusement, elle arrive pliée, mais un papier pour la calibration de la caméra Lightburn. Une petite buse pour l'extracteur d'air. On a un tournevis, plutôt sympa. Et un câble data pour l'ordinateur. Toujours un petit peu vieillot ces câbles-là. Une petite brosse pour nettoyer. On a 4 pieds. Le collier de serrage pour la buse. On a un câble USB pour la connexion à la caméra. Et quelques petits sachets avec les vis et tout ça. Elles sont pas libellées, elles sont un peu mis comme ça n'importe comment. Ça, cette partie-là fait pas très propre. Si je peux donner un conseil à Mecpo, c'est de revoir un peu l'organisation de la boîte pour donner un sentiment un tout petit peu plus organisé.
Et on a une petite carte SD de 8 Go avec la petite clé USB adaptateur. Je vois qu'il y a des clés de sécurité et une antenne pour le Wi-Fi. Alors, on a également un peu de matériaux. Je ne sais, voilà, vraiment un petit peu de matériaux de test. La suite des panneaux acryliques pour le caisson. Et le châssis à proprement parler. Et on voit qu'il intègre un tiroir pour récolter les crasses, un peu comme sur le Falcon de chez Creality. Je vais poser le châssis sur la table et on va le regarder d'un petit peu plus près. Alors, en ce qui concerne le châssis, donc on peut le voir, on a un châssis tout construit. Donc, on a beaucoup moins à se casser la tête pour le construire. On va retrouver en façade le port pour l'alimentation 24 volts, le port data. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit en façade et pas sur le côté. Mais bon, voilà. Un port pour la carte micro SD, donc on a un fonctionnement hors ligne. Un bouton on-off et un bouton d'arrêt d'urgence, ainsi qu'un système de clé de sécurité et un panneau de contrôle pour le mode hors ligne. Alors si on voit ici, on a le branchement pour la lumière, hein, qu'on a vu sur le capot, un gros tube pour l'air assist et sur le côté, un bouton pour allumer ou éteindre la lumière et le branchement pour le Wi-Fi. Sur l'arrière, on va retrouver la prise pour l'extracteur d'air. Le châssis en lui-même a l'air très robuste. Ici sur le côté, on a le mécanisme pour faire glisser le laser, hein, avec des petites molettes sur le côté. Et le branchement est très simple puisqu'il se fait avec le tube de l'air assist et un câble pour connecter tout. Un câble pour les contrôler tous. Et de l'autre côté, rien de particulier à signaler. Sur l'arrière, rien de particulier à signaler non plus. Par contre, à l'arrière du panneau avant, on a ici deux possibilités. On a un bouton pour activer ou désactiver le détecteur de flamme. Et ça, c'est bien qu'ils le mettent dessus. Parce que des fois, c'est un peu trop sensible. Et moi, ben, c'est peut-être pas bien, mais j'avais tendance à les désactiver via des contrôles dans Lightburn. Parce que ça me cassait la tête. Et ici, alors, ils disent, hein, c'est pour éviter des bêtises. On peut retirer le petit autocollant ici. C'est pour éviter, si vous prenez pas le Rotary, de faire une bêtise et de le débrancher pour rien. Donc, en retirant l'autocollant derrière, on peut débrancher l'axe Y et brancher le câble du Rotary à la place. Voilà pour le premier tour du propriétaire. On va maintenant le construire. Alors, pour pas faire de bêtises, je vais suivre le guide d'assemblage. Alors, la première étape consiste à venir prendre ces petits blocs-là et venir les poser aux quatre coins. Avec une petite astuce, vous avez deux types de blocs différents, des relativement simples et des avec un magnète devant. Ceux avec un magnète devant doivent venir se fixer ici, sur le côté avant, avec le magnète vers l'avant. Alors, bien que c'est évident et intuitif, je trouve que c'est dommage qu'ils précisent pas sur les instructions du manuel quelles sont les vis à utiliser pour cette étape. Après, on n'a pas des masses de vis, mais bon, et ici, ça semble évident que ce sont les plus longues. Mais c'est dommage que c'est pas précisé pour éviter, par exemple, entre ces deux petites vis-là, une erreur. Alors ensuite, je prends le panneau protecteur droit. Il faut retirer le petit plastique avant. Hop. De chaque côté. Et je viens le fixer comme ceci. Et là, j'ai des petites vis à visser, rien de bien compliqué. La seule question, et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu dommage, c'est que je ne sais pas quelle vis utiliser à quel endroit. Donc, on va prendre au hasard. Non, on va pas prendre au hasard, mais je dois un petit peu regarder mes pas de vis et les profondeurs pour ne pas me tromper. Et directement, on sent que c'est solide, hein, avec les inserts dedans ici comme ça. On sent que il y a de la solidité à ce niveau-là. Alors, je vais maintenant prendre le panneau de protection arrière et on va venir fixer ici le système d'extraction d'air. Et une fois que c'est fait, on vient fixer le panneau arrière. Alors, petite info, le tournevis qui donne avec est un peu gros pour les vis les plus petits. Il vaut mieux s'équiper d'un tournevis plus petit pour les vis aux pas de vis les plus petits. Alors, une fois que ça c'est fixé, on vient venir brancher le câble pour la lampe LED. Vous voyez, elle vient se mettre ici devant.
On fera le câble management plus proprement après. Et après, on vient installer le panneau gauche. Alors, il y a un petit assemblage à faire, hein. Ici, vous voyez, rien de bien compliqué. Ça permet justement de tenir les choses de manière cohérente. Et puis, on vient visser sur les côtés, ici et ici, de chaque côté. Et voilà, une fois qu'il est vissé de partout, je vais installer le module laser. Pour ça, rien de bien compliqué. On le prend, on le glisse dedans, on resserre avec les petites vis sur le côté et on vient le brancher, le câble jaune et le tube de l'air assist. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va venir mettre le panneau avant. Là encore, un peu de plastique à retirer. Hop, allez, un peu d'ASMR. Et c'est pas très compliqué, on le pose et on vient visser ici. Alors là, il me reste, je me suis pas trompé dans les vis, donc c'est bien. Il me reste pas des masses de vis, donc c'est sûr que c'est les bonnes. Alors, il nous reste à brancher l'air assist. Alors pour ça, rien de bien compliqué. Le câble ici sur le côté gauche de la machine. Le tube qui sort du côté gauche de la machine dans la pompe. Et puis on a encore le Wi-Fi à mettre. Alors pour ça, encore une fois, c'est pas très compliqué. Ici, sur le côté gauche, alors à une main, c'est un peu moins facile, mais ça va. Voilà. Comme ceci, c'est branché. Enfin, dernière petite étape avant de le brancher, on vient retirer les petits papiers du tiroir et je vais ouvrir le tiroir et installer la honeycomb dedans. Alors, je vais quand même retirer le papier le plastique protecteur de la plaque ici. Sinon, ça risque de faire une petite odeur de cramé quand on va graver. Et voilà, j'ai mis le honeycomb dedans. J'ai qu'à refermer le tiroir. Et puis c'est pratique le tiroir pour pouvoir... Alors on peut le retirer complètement hein, pour nettoyer, ça c'est pratique. Et le remettre. Et je préfère ce système-là avec le honeycomb classique que le système chez le concurrent Creality avec les petites lattes. Bon voilà, ça c'est pour mon usage à moi. Hein. Peut-être que d'autres personnes, pour d'autres usages, trouvent que le système de lattes est plus intéressant. Chacun voit ce qui est intéressant pour lui. Alors, il reste plus qu'à le brancher. Donc, pour le brancher, rien de bien compliqué. La prise de courant, il faut pas brancher l'air assist dans la mesure où il est alimenté par le laser. Par contre, il y a un double câble de connexion nécessaire si on veut le brancher à l'ordinateur. Et moi, c'est principalement par l'ordinateur que je vais utiliser. Le câble ici donné vers l'ordinateur et le câble pour la caméra si on souhaite utiliser la caméra. Le câble pour la caméra est un câble USB-C et le câble donné est un câble USB-A. Et évidemment l'alimentation. Et voilà, une fois qu'il est branché de partout, on débloque le bouton d'arrêt d'urgence, on tourne la clé et ça démarre et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà pour le montage, on va maintenant passer à la configuration sous Lightburn. Alors la configuration sous Lightburn, c'est toujours pareil. On vient cliquer sur le bouton appareil. On fait trouver mon laser. Si vous avez le driver CH340 341 déjà sur la machine, il trouvera tout seul, comme c'est le cas pour moi ici. Si vous ne l'avez pas, sur la clé USB, enfin sur la petite carte SD, vous trouverez le driver à installer. Donc voilà, je viens simplement cliquer sur ajouter le périphérique, je choisis un nom, moi ici je mettrai Mekpo X4 Pro, voilà, comme ceci. Je choisis, alors moi j'aime pas auto-guider au démarrage, et je fais Next. Ensuite, voilà, j'ai plus qu'à le sélectionner dans la liste ici, vous voyez, là, et il est prêt. Alors, on a un laser avec un caisson qui est équipé d'une caméra Lightburn, donc l'idée c'est de venir activer cette caméra. Alors première chose à voir, c'est savoir si vous avez bien la fenêtre et donc commande caméra. Il suffit de venir dans fenêtre et puis commande caméra. Et ici on vient sélectionner notre caméra, c'est bien la Mekpo. Et vous voyez, si j'essaye de mettre à jour la superposition, en fait il va pas vouloir tant que j'ai pas fait une première calibration.
Alors pour faire la calibration, c'est pas compliqué. On vient dans Outils laser et on clique sur calibrer l'objectif de la caméra. Ici, on vient sélectionner notre caméra, on le met en objectif standard, on ne met aucun pré-réglage, donc bien effectuer un étalonnage complet, pardon. Et l'idée, ça va être de venir prendre la petite feuille à petits points qu'on a reçue avec et venir la placer. Alors, je vous passe les détails. Vu qu'elle était toute pliée, je n'arrivais pas à faire ma calibration correctement, donc j'ai dû aller imprimer une nouvelle feuille simplement sur une imprimante normale, et alors ça a bien fonctionné. Alors on suit ce qu'il nous dit, là on a la feuille à la positionner à peu près au centre, j'ai un score de 0,25, ça doit être en dessous de 0,3, donc c'est très bien, et puis je dois positionner la feuille en dessous, là comme vous voyez ici, et on fait ça une série de fois jusqu'à ce qu'il a calibré la caméra. Donc bon, je vais passer à l'étape suivante parce que ce sera pas très passionnant pour vous. Alors une fois la calibration terminée, on va faire l'alignement. Donc ça c'est la suite, à la fin il nous le propose, où on peut aller encore dans le menu outils laser et alignement de la caméra. Et là on va devoir venir poser une plaque et la faire graver. Et l'idée c'est d'avoir 4 mires comme ça, et puis venir cliquer sur le centre de chacune des mires pour qu'il fasse bien l'alignement de la caméra. C'est pas très compliqué. Et le tutoriel dans Lightbird l'explique bien assez. Alors j'en profite au passage pour vous montrer comment on fait le focus, donc c'est pas très compliqué. On vient abaisser la petite tige comme ça, on vient resserrer et après on la relève, hop, et on a notre focus qui est fait. Alors une fois que le motif est gravé, l'idée c'est de venir double-cliquer dans les petites mires comme ça, le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, histoire de créer un alignement qui va en fait être l'alignement de la caméra, donc la zone qu'il verra pour que ce soit aplati. Et voilà au final ce qu'on obtient, et si je fais suivant, vous verrez, après avoir terminé et que je viens cliquer sur commande de caméra et mise à jour de la superposition, qu'on a ici une surface plane et voilà, qui fonctionne très bien. Alors pour m'assurer que la caméra est bien calibrée, je vais prendre un petit T comme ça et venir le placer dans le petit centre, dans le petit O qu'il y a au centre. Alors je vais prendre les paramètres que j'ai trouvés, donc 3000 pour 20%, en remplissage, et on va graver ça, et je vais voir après si on a bien le T qui est au centre de la petite du petit cadre. Alors, je peux voir qu'il l'a gravé dedans, mais par contre, je vois aussi autre chose, c'est que mes courroies doivent être resserrées parce que là, elles sont pas du tout bien réglées. Vous voyez, comme les ronds sont pas nickel. Donc, voilà, je vais resserrer mes courroies. Bon, alors pour serrer les courroies, vous voyez, on a ici une vis et une autre. Ça, c'est pour les courroies de l'axe Y. On a aussi les courroies de l'axe X à serrer, ça c'est directement sur le chariot. Au niveau des courroies de l'axe Y, on vient dévisser, donc relâcher un peu cette vis là, et puis retendre la courroie avec ici, et revisser après celui-là. Donc ceci est expliqué dans le manuel, je ne vais pas en faire ici un truc détaillé, mais c'est pour vous montrer un petit peu le mécanisme pour resserrer les courroies. Alors pour vérifier que mes courroies sont bien resserrées, je vais faire un cercle que je vais graver, et on va voir ce que ça donne. Bon alors voilà, après avoir resserré les courroies, on a un rond qui a l'air d'être un rond, et plus cette espèce de truc qui a l'air d'être bizarre, donc voilà, donc l'importance de savoir resserrer ses courroies sur la machine. Bon alors ce que je vais faire déjà, c'est un premier test de découpe, donc j'ai un gros morceau de bois, vous avez l'habitude des fois de me voir avec ce morceau de bois sur les vidéos de laser, c'est du pain de 30 mm, et je vais mettre des paramètres de 100 de vitesse pour 100 de puissance et voir si il s'est découpé. Alors en une passe sur du 30 mm, je crois pas, mais on va regarder ça. Alors là, il est parti pour des raisons de sécurité, je vais pas ouvrir la porte, mais il est parti dans sa découpe. Alors ça a découpé dedans, vous voyez, à peu près jusqu'à la moitié. Donc, je vais recommencer, mais en 2 passes. On va voir ce qu'il peut faire.
on voit tout de suite qu'en deux passes, il est passé beaucoup plus profondément. 30 mm, c'est quand même beaucoup pour un 22 watts. Hein. Sinon, on vendrait plus des 60 ou 70 ou même des 40. En une passe, il a fait à peu près 20 mm, ce qui est déjà pas mal. Et en deux passes, il a fait à peu près 25-26 mm. Donc voilà un peu pour ses capacités de découpe. Ça dans du pain, évidemment. Maintenant, je vais faire 2 ou 3 petits projets pour illustrer, puisqu'après ça, c'est un graveur laser, quoi. Donc il grave. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous montre tous les types de matériaux qu'il peut graver. C'est assez similaire à tous les graveurs laser diode, et c'est même pas assez similaire, c'est complètement similaire à tous les graveurs laser diode. Alors, un petit projet d'illustration, moi, ce que j'aime bien, en général, c'est graver comme ça des coasters. Donc, on arrive, je vais déjà commencer à préparer les marchés de Noël, donc vous inquiétez pas si je fais un coaster de Noël, mais voilà. Donc, un petit coaster comme ça, en ardoise. C'est parti. Alors pour ça, je viens sur le site de Laserpix et je peux avoir une image gratuite. Je vais prendre une image préparée déjà pour de l'ardoise et je vais le graver comme ça. Alors grâce à la caméra, vous voyez, je peux venir le positionner quand même assez facilement. Je fais quand même déborder un petit peu au cas où, pour qu'on n'ait pas les bords qui soient, pour que les bords soient bien remplis. Et je vais mettre des paramètres de gravure de 14 000 de vitesse pour 62% en mode relais. On va voir ce que donne la gravure comme ceci. J'ai l'impression que c'est fort pointillé. Il y aurait peut-être dû avoir une meilleure résolution, mais on va voir. Alors voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je trouve que l'image d'origine n'était pas top. Mais en tout cas, la gravure, elle est très belle. Voilà, le côté pointillé, j'aurais peut-être dû choisir un autre modèle. Mais la gravure en elle-même, elle est vraiment sympa. Ça fonctionne bien. Je vais tester autre chose. Bon alors voilà, j'ai essayé de graver dans du laiton sans noircissement, et c'est marquable. Je ne sais pas avoir un noir parfait, mais en tout cas, on sait quand même avoir un marquage qui est assez net. Donc voilà un peu ce qu'on sait faire dans du laiton sans noircissement. Alors là, je vais essayer une découpe dans une simple découpe, pour voir aussi si l'air assist fonctionne bien, si il est propre entre guillemets au moment où il travaille. Donc c'est parti, je vais juste faire un petit cœur. Alors, je sais pas si on entendra quelque chose avec tout le boucan que ça fait. On peut pas dire que ce soit vraiment silencieux. Donc voilà, là j'ai fermé, donc on entend déjà un peu la différence. Et j'ai coupé aussi l'air assist. Sinon au niveau de la découpe, voilà, pas de difficulté. L'air assist a bien découpé proprement. Sinon au niveau de la découpe, c'est très bien. Attendez, je vais prendre le petit cœur. Donc voilà, l'air assist a découpé proprement. De ce côté-là, pas de grosses difficultés. Et on peut voir qu'après avoir réglé les courroies, ça fonctionne déjà bien mieux. Par contre, question bruit, elle fait quand même pas mal de bruit. Bon voilà, je l'ai éteint. Elle fait quand même le bruit. Alors c'est pas grave pour moi, pour mon atelier, mais le bruit peut quand même être dérangeant. Après, moi, je conseille quand même jamais d'utiliser ce genre d'appareil dans un salon, dans une chambre à coucher ou quelque chose comme ça, parce que même si on a un système d'extraction d'air, vous aurez quand même des choses nocives. Alors moi, j'ai un système pour purifier l'air de l'atelier, mais voilà. Et puis moi, j'ai l'habitude des bruits des machines. Dans mon atelier, il y a tellement de machines. Mais si vous êtes extrêmement sensible au bruit, elle est quand même pas ultra silencieuse. Pour le reste, petite conclusion pour la machine, moi je trouve que c'est une bonne proposition. Les points négatifs, je vais venir avec en premier. Les points négatifs, vous les avez vus un peu dans la vidéo. Au niveau
de l'indication des vis, c'est pas top. Au niveau de la manière dont il est emballé, ben vous avez vu, moi j'ai eu ce petit papier qui était plié, c'était compliqué de faire, j'ai dû réimprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, ça peut être galère, mais en ayant réimprimé un motif qu'on trouve sur le site de Lightburn, aucun problème. Pour le bruit, on a déjà signalé. En matière de puissance, je pense qu'il y a un bon compromis. C'est pas la machine qu'il vous faut si vous voulez découper du pain de 30 mm, mais si vous voulez avoir une machine équilibrée, polyvalente, qui est fermée et là, alors j'ai dit que j'allais citer les défauts, mais là je vais citer quand même un point fort, c'est la coque. Elle est vraiment solide et on est vraiment sur une machine qualitative. Ça je peux le dire. De ce côté-là, j'ai aucun souci avec ça. La caméra Lightburn, ça fonctionne bien. Alors moi, ça fonctionne bien, mais paradoxalement, moi, j'aime pas trop utiliser les caméras Lightburn. J'ai l'habitude avec mon placement manuel. Et le fait que je n'ai pas réussi à désactiver la détection de porte, soit j'ai pas trouvé, soit ça n'existe pas. Et donc, ça m'ennuie un peu parce que moi, j'aime pouvoir regarder et positionner moi-même les choses et faire mon cadrage avec le laser. Mais avec la porte, en fait, je vois pas. Je ne sais pas le voir. Enfin, c'est compliqué. Donc, il faut faire confiance à la caméra Lightburn. Et pour ça, il faut bien la régler. Alors, moi, j'y suis arrivé, mais voilà. Hein, c'est pas toujours facile. Il y a des fois un petit décalage et il faut pouvoir faire avec. Ou ne pas travailler sur des travaux précis et millimétrés. Ça, c'est possible aussi. Alors, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est le tiroir. Donc ça, il est efficace. On peut retirer facilement nos crasses du dessous du tiroir. J'ai pas testé la connectivité Wi-Fi, mais apparemment, d'après les retours que j'ai, ça fonctionne plutôt pas mal avec l'application MKS qu'on trouve, en tout cas sur Android, probablement sur iPhone aussi. Les racistes fonctionnent bien, hein, pas top, mais bien. Il a une capacité de 30 litres par minute. C'est un modèle qui est bien pour une machine fournie avec. Le prix à 799 ou à 699 si vous utilisez le code, moi je trouve pas ça déconnant. Je pense que pour un laser avec caisson fermé et cette surface de travail, je trouve pas ça super déconnant. Moi je trouve que les prix qu'on a notamment chez Creality pour le en caisson fermée, eux, sont vraiment beaucoup plus déconnants. Alors pour vous donner une info, puisque je peux quand même pas mal le comparer au Creality Falcon, ici je vois le moins cher que j'ai trouvé en 22 watts pour le Falcon 2 Pro, on est à 899 € en promo. Donc de toute façon on est un peu moins cher et voilà. Je vois pas ce que je peux dire de plus, hein. C'est un laser comme beaucoup de lasers, mais c'est un laser qui offre une proposition qui est relativement complète si vous cherchez ce gabarit-là. Hein, donc dans un caisson fermé et si vous trouvez que la concurrence, notamment chez Creality, est trop chère. Vous aurez en tout cas au déballage un laser qui s'installe vite, qui fonctionne bien, qui est solide, qui a un caisson qui est quand même sacrément solide. Et par contre, je l'ai pas utilisé comme ça sur le temps, sur la longueur, donc je ne sais pas vous dire sa fiabilité dans le temps, ni la fiabilité de la marque Mecpo en matière de SAV. J'ai un peu cherché, moi j'ai pas l'impression d'avoir des retours très négatifs à ce sujet-là. Je sais pas si vous avez une expérience avec la marque, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, un laser que je peux recommander, pas parfait, mais pas avec des défauts rédhibitoires. Allez voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit pouce, like, commentaire, etc. Vous connaissez la chanson et je vous dis à la prochaine.